Nous restons en France maintenant. Retour sur une enquête qui en dit long sur nos machines à laver, nos appareils photo et nos téléviseurs. Sommes-nous condamnés à les jeter lorsqu'ils tombent en panne? Le coût des réparations, du dépannage et des pièces détachées est parfois exorbitant. Pire, il semblerait que ces appareils hi-fi ou électroménagers soient de moins en moins réparables. Nous avons voulu le vérifier. C'est avec des caméras cachées que nous avons fait ces tests. Vous allez le voir, ils sont édifiants. Nous nous sommes également intéressés aux devis payants et aux extensions de garantie. Enfin, que penser des conseils délivrés aux clients lorsqu'ils achètent un écran plat ou un caméscope? Sont-ils délivrés dans l'intérêt du client ou du vendeur? Nous vous proposons un voyage dans un monde où les consommateurs sont devenus des proies. Retour sur cette enquête signée Linda Bendali, TV, hi-fi électroménager, Le Grand Bluff. Quand un client pénètre dans un magasin pour acheter une machine à laver ou un téléviseur, il est à l'affût du meilleur produit au meilleur prix. Bonjour. Et toujours à la recherche d'un bon conseil. Vous ferez des petits renseignements, s'il vous plaît, sur les téléviseurs. En coulisses, nous avons pu voir comment le conseil du vendeur peut vite se transformer en piège. Si on dit des conneries avec un rythme soutenu, le client, il les accepte. Nous, notre but premier, c'est de lui vendre le produit où on gagne le plus d'argent. Et c'est pas forcément le meilleur produit pour le client. Dans les rayons, les fabricants proposent des appareils toujours plus séduisants en apparence. On a des machines qui ont un design, qui ont de l'électronique, qui ont un tableau de bord, un affichage. Ça fait anxieux. Quand on regarde dedans, c'est de la camelote. Tout est pourtant très étudié par les fabricants, même la durée de vie de leur matériel. Il faut que le produit soit suffisamment fiable, mais pas trop. Pour les réparateurs indépendants, sauver un appareil devient une mission presque impossible. Celui-ci, on peut le mettre à la poubelle. Celui-ci, on le met à la poubelle et celui-ci, on le met à la poubelle. C'est de la folie. On se pose des questions. C'est volontaire, hein, je pense. Une panne, et c'est souvent l'arrêt de mort de l'appareil. Malgré la promesse du service après-vente qui se déplace, souvent pour rien. Ça veut dire qu'on arrive chez les gens, on fait de la figuration et on s'en va. Peut-on encore faire confiance aux grandes enseignes quand elles nous vantent le meilleur produit? Pendant 6 mois, nous avons enquêté dans les coulisses d'un marché gigantesque et truffé d'embûches. Un univers où le client n'est plus le roi. Pour le client, les premières embûches commencent bien avant la panne, le jour où il décide d'acheter un appareil. C'est ce que va nous révéler aujourd'hui cet ancien vendeur d'électroménager. Pendant 9 ans, Thierry Amiel a travaillé dans un magasin Darty à Montpellier. Licencié il y a 1 an, il veut désormais dévoiler l'un des secrets les mieux gardés du numéro 1 de la vente d'électroménager. Quand Thierry proposait un article à un client, ce n'était pas forcément le meilleur produit, car les vendeurs ont une autre idée en tête. Nous, notre but premier, c'est de lui vendre le produit où on gagne le plus d'argent. Et c'est pas forcément le meilleur produit pour le client, et c'est pas forcément le produit le plus cher. C'est-à-dire que le client va rentrer avec une idée en magasin, au bout du compte, c'est ce qu'on veut lui vendre qu'on lui vendra. Et ça marche à tous les coups? À 80-90%, ouais, ça marche. Chez Darty, les vendeurs touchent des primes qui sont très différentes d'un appareil à l'autre et d'un jour à l'autre. Plus le magasin gagne de l'argent sur un produit, plus il augmente la prime. Grâce à un ancien collègue, Thierry s'est procuré la liste des primes du jour, un document très sensible qui ne doit jamais sortir des magasins. Donc, dans cette enveloppe, c'est tout ce que le client ne voit pas. C'est notre Bible à nous, notre Bible de salaire. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'orienter ou de manipuler le client pour qu'il prenne le produit où on gagne le plus d'argent. Si tout consommateur avait ça sous les mains, le métier de vendeur serait un petit peu plus difficile chez Darty. Voici la liste des primes attribuées ce jour-là aux vendeurs pour les téléviseurs haut de gamme. À gauche, la marque des écrans plats, au centre leur prix, puis dans cette colonne des chiffres sans virgule, c'est le montant des primes. Ce matin, sur 9 téléviseurs, c'est un Samsung qui rapporte le plus aux vendeurs, 22 € jusqu'à 3 fois plus que les autres appareils. Si c'est un vendeur confirmé chez Darty, automatiquement, il proposera systématiquement la Samsung. Systématiquement. Autre exemple avec la liste des primes sur les machines à laver. Donc on sait que le client, lorsqu'il va rentrer dans le magasin pour une gamme de prix
de 600 €. Celle qu'on va systématiquement proposer, ça sera la LG, puisque c'est là où on gagne le plus. 4,60 € de prime. 4,60 € jusqu'à 50% de plus que sur les 3 autres lave-linges Whirlpool ou Brandt. Les vendeurs orientent-ils vraiment leurs clients vers les produits qui leur rapportent le plus? Thierry va nous le démontrer. Dans ce magasin de la région de Montpellier, il ne connaît aucun salarié. En caméra cachée, nous nous faisons passer pour un couple d'acheteurs. Bonjour. Premier test au rayon machine à laver. On va commencer par les lave-linges. Nous ne donnons qu'une seule indication à la vendeuse, notre budget. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour un lave-linge. Oui. On était parti sur un budget à peu près de 600 €. Vous êtes combien à la maison? 3. Sans aucune hésitation, la vendeuse file tout droit vers une seule et unique machine. Celle-là qui est sympa en 7 kilos. Ouais. Cette machine sympa, c'est justement l'appareil LG que Thierry a repéré sur la liste des primes du jour. 4,60 €, c'est la prime la plus forte parmi les 4 modèles de la gamme. Vous aurez des bonnes performances déjà dans le lavage, l'essorage, tout ça, vous ne serez pas déçus. Merci. Au rayon télévision, c'est la même histoire. Pour un budget de 2000 €, c'est un écran Samsung qui offre ici la plus grosse prime. Bonjour. Bonjour. Il nous faudrait des petits renseignements, s'il vous plaît, sur les téléviseurs. Nous précisons aux vendeurs que la marque Sony a notre préférence. Vous décrire un petit peu, on a toujours eu du Sony. Nous, on serait sur un budget de 2000 €. Quel est le meilleur produit que vous avez Il y a là-bas au fond. Ça. Après, ouais, je vous en ai pas parlé. Pas pour... Là-bas au fond, ce n'est pas un écran Sony, mais un Samsung qui nous attend. Quelque chose, ça. Et pour nous convaincre, le vendeur sort les grosses ficelles du métier. Donc vous, dans cette gamme de produits, il vaudrait mieux partir sur ça. Moi, j'ai pris ça, hein, j'ai pris celui-là. Parce que c'est de toute façon, même dans les mois à venir, et dans l'année à venir, il n'y aura pas mieux que ça. En termes de qualité d'image, de design aussi, quoi, parce que c'est vrai que c'est vrai le premier écran qui est aussi fin. C'est vrai qu'il est joli. Ah ben ça, c'est l'avenir. Cet écran, c'est surtout l'avenir du vendeur. Il lui offre la plus grosse prime parmi la dizaine de modèles de la gamme, 22 €. 3 lignes plus bas, un écran Sony coûte 400 € de plus, mais lui rapporte 9 € de moins. Venez voir. Nous demandons conseil sur l'appareil Sony. Sans hésiter, le vendeur va émettre des critiques. Pardon. Vous voyez la carcasse, hein. Et donc, c'est quoi? C'est mieux celui-là ou mieux le Samsung? Samsung. Samsung? Ouais. Pourtant, il est plus cher. Pourtant, il est plus cher. Ouais, donc... Sony se juge sûrement un peu mieux que d'autres marques, quoi. Si moi, vendeur depuis 5 ans là-dedans, j'ai pris celui-là et pas celui-là, c'est parce que autour de moi, je demande des conseils aussi. Hein. Nous demandons au vendeur quelle est sa prime sur le téléviseur Samsung. Est-ce que vous gagnez combien sur une télé? Sur une télé, quel prix? Celle-là, par exemple. Je crois après celle-là. Celle-là, on doit gagner 5 € quelque chose, je crois. Ça? Sur ça? Après, ouais. Vous gagnez rien, quoi. Honnêtement, là. Bon, ben voilà. En réalité, sa prime sur l'écran Samsung n'est pas de 5 €, mais bien de 22 €. Imaginé par les enseignes spécialisées, ce système de prime a été adopté depuis par certains hypermarchés, comme Carrefour, il y a 2 ans. Cet homme a longtemps travaillé au rayon électroménager du numéro 1 européen de la grande distribution. On y va? En caméra cachée, il nous conduit dans un magasin de la banlieue parisienne. Ce qu'il va nous montrer est surprenant. Ici, les primes sont affichées sous le nez du client. Donc là, on va déjà voir sur le mural télé. Direction le rayon télévision. Sur les étiquettes de prix, il y a un chiffre écrit en tout petit que les clients ne remarquent jamais. Et là, on va avoir une étiquette. Là, par exemple, sur celui-ci en Panasonic, là, on a 3,99 €. À droite, le prix de vente, 999 €. Et à gauche, la prime perçue par le vendeur, 3,99 €. Donc ça, c'est la rémunération du vendeur brut. Plus loin, sur une télévision Samsung, le vendeur peut gagner 2 fois plus. Sur ce produit-là, 8 € brut.
Et c'est pareil dans tous les rayons, comme pour les lave-linges. 13 euros. 6 euros. Pourquoi est-ce qu'ils les affichent, les crayons, comme ça? Bah, disons que c'est par rapport aux vendeurs, on leur demande d'être polyvalents. Et maintenant, on va demander à un vendeur de télé de venir vendre d'électroménager. L'intérêt, c'est quelle que soit la personne qui vient, qu'il puisse savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport à sa prime. Grâce à ces étiquettes, l'acheteur des produits Carrefour peut désormais savoir quel est l'appareil le plus rentable pour le vendeur. Nous retrouvons Thierry à son domicile avec un ancien collègue. Avant de travailler chez Darty, Christophe a été salarié 4 ans chez Boulanger, le numéro 2 de la vente d'électroménager. Là-bas, il a connu le même système de primes qui, selon lui, inciterait les vendeurs à leurrer les clients. On prend n'importe quel argument, n'importe quelle nomenclature, et nous, on va lui faire dire tout et son contraire. Tout à fait. Et vous regardez au quotidien le nombre de clients que vous passez, et vous regardez comme vous arrivez à transformer leur jugement. C'est incroyable. Vous n'hésitez pas à mentir. C'est pas mensonge, c'est ce qu'on me demande de faire. Ah bon? Si je veux gagner ma vie. Manipuler le client pour gagner un revenu décent, c'est ce que Thierry veut nous expliquer. Ça, c'est 9 ans de ma vie chez Darty. Bulletin de salaire à l'appui. Donc avec tous les bulletins de salaire que j'ai accumulés, mon salaire de base, c'est 570 €. Hein. Ça, c'est ce que j'ai. Ça, c'est mon fixe, ce qu'on appelle. C'est même pas le SMIC. C'est même pas le SMIC. Et tout le reste, c'est ma part de variable. Voici sa fiche de paie de janvier 2009. Ce mois-là, Thierry a gagné 515 € de prime grâce à la vente des produits les plus rentables, presque autant que son salaire fixe. Ces primes seraient aussi un objectif prioritaire pour les managers. Vous avez des entreprises comme Boulanger, quand vous arrivez le matin sur la machine à café, vous avez un listing, vous avez tous les vendeurs, quel chiffre d'affaires, quelle marge, les produits qu'il ne fallait pas vendre. Les produits où il y a énormément de marge, où vous gagnez beaucoup d'argent, eh bien évidemment, il va falloir que ce pourcentage soit très élevé. On ne va pas assimiler un vendeur à un voleur. On ne va pas en être non plus là. C'est le système qui demande ça. C'est-à-dire que si à demain on avait des systèmes de rémunération complètement différents, on pourrait vraiment faire notre métier de vendeur. Un vrai métier de vendeur. Ces enseignes assument-elles ce système de primes et les effets pervers dénoncés par les vendeurs? Carrefour n'a pas souhaité aborder ce sujet. Quant à la direction de Darty, elle n'a jamais voulu nous parler en direct. C'est son agence de communication Euro-RSCG qui finira par nous répondre. Oui, nous avons recueilli plusieurs éléments qui montrent qu'effectivement le système de rémunération ne semble pas garantir donc un conseil neutre et objectif aux clients de Darty. Nous voulons donner un droit de réponse à cette entreprise. Eh bien écoutez, je crois que c'est inutile. Darty ne s'exprimera pas. Oui. Et Darty n'apparaîtra pas en réaction dans votre émission. Vous pouvez faire votre travail sereinement. Personne ne s'exprimera. Merci. Au revoir. Seul le numéro 2 des enseignes spécialisées a accepté de nous recevoir. Qu'est-ce que vous allez vouloir savoir? Le directeur des achats de Boulanger souhaite jouer la transparence. Et surtout qu'on n'a rien à cacher. Alors nous, il y a des vendeurs qui nous racontent que pour atteindre de bons salaires, ils n'hésitent pas à vendre le produit sur lequel ils sont le mieux rémunérés, quitte à retourner justement le client. Ils parlent de manipulation. Manipulation, vous y allez fort. Je pense manipulation, comme je vous l'ai dit précédemment, je pense que nos clients sont de mieux en mieux renseignés. Et vous ne trouvez pas que le conseil est biaisé donc par ce système de primes? Non, je pense pas. Objectivement, non, je pense pas. D'abord, on l'a fortement diminué. On est quand même très à l'écoute du client. Donc, je dirais, mot biaisé me paraît beaucoup trop fort. Trust me. Manipuler, biaiser, des mots trop forts pour Boulanger. Pourtant, ces primes conditionneraient bel et bien les achats des clients. Et les marques d'électroménager sont bien placées pour le savoir. Pendant 12 ans, Stéphane Mélicato a travaillé pour un célèbre fabricant d'appareils. Il était chargé de négocier les contrats avec les grandes chaînes de magasins. Il a pu mesurer l'impact des primes sur la vente de ses produits. Du jour au lendemain, si un produit est très bien primé,
nous aurons, en tant que fabricants, une accélération des ventes, mais de manière très significative. Du jour au lendemain, on peut avoir un produit, ça peut être un rapport de 1 à 10. Donc une mauvaise prime sur un produit, c'est un risque pour la marque, c'est un risque pour le groupe d'électroménager de cette marque. Donc la prime est un des enjeux des relations commerciales entre les magasins et les fournisseurs, les fabricants. Dans les grandes surfaces qui pratiquent ce système de primes, ce ne sont pas les meilleurs produits qui sont mis en avant, mais bien ceux qui rapportent le plus. Une fois l'appareil acheté, le client peut tomber dans un autre piège, dans un parcours du combattant, celui de la réparation, qui peut coûter beaucoup d'argent. C'est ce qui est arrivé à un couple de Toulousains. Depuis 7 ans, Oyvind et Agnès Dahl vivent un véritable cauchemar à cause de ce four. Un appareil de luxe qui leur a coûté 800 €, équipé d'un nettoyage automatique, une pyrolyse qui fonctionne 1 fois sur 2. Déverrouillage, c'était plus verrouillage, maintenant c'est déverrouillage. Aujourd'hui, ce couple d'enseignants compte le nombre d'interventions pour tenter de réparer une seule et même panne, et cela dure depuis l'achat. 14 interventions. C'est votre vie avec Darty. Ça, c'est nos demi-journées bloquées. En tête à tête. Voilà, au service du service après-vente de Darty. 14 dépannages, des pièces remplacées et une pyrolyse toujours aussi capricieuse. 80, ça fait 105. Voilà, donc là, ils ont changé le module d'affichage. Les 2 premières années, pendant la garantie, ces dépannages étaient gratuits. Mais depuis 5 ans, l'addition ne cesse de grimper. D'accord. Attends, je vais te calculer combien on a réellement payé en TTC jusque-là. 535. 535 € à leur charge, plus de la moitié du prix de l'appareil. Il y a 1 an, à la 15e intervention, le couple a refusé une énième réparation à 309 €. Et là, on a dit stop, on arrête. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas répondu au devis, on n'a rien fait, et depuis ça marche nickel depuis Noël. 5 pyrolyses au tableau. Comble de l'absurde, le four n'a pas été réparé. La pyrolyse est en marche, la porte est bloquée. Mais la pyrolyse s'est remise en marche, comme par magie. Je ne sais pas s'il faut l'appeler les miracles Darty, mais bon. C'est un service après-vente automatique, ça remarche tout seul. Pourquoi les techniciens de Darty n'ont-ils jamais réussi à réparer ce four? Peut-être par manque de temps, chez Oyvind et Agnès, ils ne sont restés parfois qu'un quart d'heure, jamais plus d'une demi-heure. Les interventions trop rapides, c'est ce que dénonce un ancien réparateur du secteur. À 2 heures de Toulouse, à Port-le-Cat, nous rencontrons Sébastien Ravra. Pendant 5 ans, ce technicien a travaillé pour 2 grandes chaînes de magasins. Excédé par les cadences de travail, il s'est mis à son compte il y a 2 ans. Et on peut avoir des pointes qui peuvent aller jusqu'à 13, 14, voire même 15 interventions par jour parfois. C'est énorme. Ça veut dire quoi dans le rythme de travail, 15 interventions? 15 interventions dans le rythme de travail, ça veut dire qu'on arrive chez les gens, on fait de la figuration et on s'en va. Et là, le système de productivité atteint un peu sa limite. Comme ses collègues, Sébastien percevait des primes au nombre d'interventions terminées, que l'appareil soit réparé ou pas. On peut avoir envie de déclarer qu'un appareil est hors service, alors que peut-être il ne l'est pas, alors que peut-être on peut le réparer et que économiquement c'est viable. Si on déclare l'appareil bon pour la casse, on est sûr de toucher à sa prime, puisque de toute façon au final on aura terminé le travail. Voilà. Ça s'appelle comment ça dans le jargon? Alors on dit qu'on enterre un appareil, quand c'est comme ça. Eh ben, c'est-à-dire qu'on le déclare inapte au service. Faire croire qu'un appareil est hors service, est-ce une pratique courante? Pour le savoir, nous avons décidé de mettre à l'épreuve le service dépannage de 3 enseignes et celui de la marque de ce lave-vaisselle âgé d'une dizaine d'années. Sébastien va simuler une panne sur le moteur, une pièce essentielle du lave-vaisselle. Panne à la pompe.
qui fonctionne. En débranchant la cosse, on arrête le moteur. Un fil débranché, le b.a.-ba de la réparation. Nous avons équipé le studio de caméras cachées pour accueillir les techniciens des services après-vente de Darty, Carrefour, la marque du lave-vaisselle Fort et Conforama. Premier magasin testé, Conforama. Aujourd'hui, ce technicien a 10 clients à dépanner dans un rayon de 80 km. Voilà la bête. Exactement. Allez. Le réparateur va démonter une partie de l'appareil. Verdict sans appel, 20 minutes plus tard. Non, faut arrêter, faut changer mon moteur. Bon là, vous ne sortirez même pas, ça ne marchera même pas. Le temps de lavage. Faut arrêter. Mais bon, c'est un peu les travails aussi, cet appareil-là, les moteurs, voilà, faut les changer. Ce technicien n'a pas trouvé la panne. Pour lui, le lave-vaisselle est bon pour la casse. Mais je prévoyais quand même. Combien je vous dois 58 €. Je vous prie. Deuxième rendez-vous, Darty. Ce réparateur a aussi 10 dépannages au programme aujourd'hui. Contrairement à Conforama, il ne va même pas démonter le lave-vaisselle. Après un rapide coup d'œil sous l'appareil, son devis de réparation est très salé. C'est le programmateur qui ne donne pas l'alimentation moteur. Ah bon? Combien ça vous coûter là? Le programmateur, il faut compter aux alentours de 80 €. Aujourd'hui, on fait une intervention de 64. Ouais. On va le calculer de 150. 250 hein? C'est un point. Donc c'est entre 200 et 250 hein? Voilà. Ça va vite, hein? À 300 €, vous avez la vaisselle. Plus grand et neuf quoi. C'est un calcul à faire. C'est tout vu. Ah, combien je vous dois? Et là, désolé, 64. Au total, ce technicien n'aura passé que 10 minutes sur le lave-vaisselle. Troisième réparateur, celui de Fort, le fabricant de l'appareil. Ce technicien ne va pas se salir les mains. Il va simplement tourner le bouton de programmation, puis tendre longuement l'oreille. Au bout de 4 minutes à peine, il nous livre une sentence sans nuance. Là, la réparation, ça va coûter presque pas aussi cher, mais presque aussi cher que le neuf. Ah bon? Voilà. D'accord. C'est la pièce maîtresse à longtemps. D'accord. Donc le moteur, il est... Bon. Il est mort hein? Ah ouais? D'accord. Et donc le total de la réparation, ça ferait combien? Le forfait, on va 300 € facilement. Ah. Donc ça vaut pas le coup, ouais. Vous me conseillez quoi, vous, dans l'achat d'un nouvel appareil? Il n'y a pas beaucoup de choix. Vous avez Fort. Tous ces bons conseils nous auront coûté 67 €, le prix de son diagnostic. Sur les 4 services après-vente testés, un seul va réparer notre lave-vaisselle. Cette fois, le technicien de Carrefour va entièrement démonter l'appareil et trouver enfin la cosse débranchée. Ça marche? Ouais. Ah, J'ai débranché le moteur et j'ai rebranché, il s'est bien tourné. d'accord. Pour moi, l'appareil fonctionne. Eh ben super. Hein. Vous avez bien vérifié tout? Ah oui. Je préfère vérifier, c'est pour ça, bon, je passe demi-heure pour un quart d'heure, ça après je m'en fous. Vous avez combien de clients par jour? En moyenne, moi, ce que je fais, c'est 6 clients. Vous êtes payé comment à l'heure? Non, c'est fixe. Vous n'avez pas de prime? Pas de prime, mais surtout du temps à consacrer à chaque client. Ce réparateur de Carrefour a passé plus d'1 heure sur notre lave-vaisselle. Il nous a dépanné pour 59 €. Suite à ce test, Darty et Fort n'ont pas souhaité s'exprimer sur la qualité de leur service après-vente. Seul Conforama a souhaité défendre le professionnalisme de ses réparateurs. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus alors? Le directeur du service après-vente découvre les images de l'intervention ratée de son technicien. Non, faut arrêter, faut changer le moteur. Bon, là, vous ne sortirez même pas, ça ne marchera même pas. Oui, bon. Il vous a proposé de changer un moteur, voilà, c'est ça là. Ouais.
En gros, il m'a proposé de jeter l'appareil surtout. Écoutez, c'est possible, nous avons environ 350 techniciens. Il est possible qu'un jour, à un moment donné, l'un des techniciens n'ait pas répondu correctement à votre possibilité. Je le regrette. Maintenant, malheureusement, sur le nombre, c'est possible qu'à un moment donné, vous ayez une personne qui ne vous ait pas détecté. C'est une erreur et que c'est pas peut-être lié au fonctionnement Ah du non, système de rémunération. non, ça honnêtement, non. Je ne vois pas le système de rémunération ait un intérêt à faire ça. Non, je vois pas l'intérêt. Selon notre interlocuteur, nous n'avons pas eu de chance. Pourtant, une intervention sur 2 facturée au client ne donnerait lieu aujourd'hui à aucune réparation. Et ces devis payants sont devenus un business à part entière. Nous sommes à Paris chez Claire. Il y a 2 ans, elle a déboursé 530 € pour l'achat de ce four haut de gamme. Voilà donc l'objet du délit. Et c'est un four de grande capacité avec chaleur tournant et différents plateaux pour faire aussi grill. Enfin, en gros, tout en un qui rentre très bien dans une petite cuisine parisienne. Un super four dont la résistance a rendu l'âme juste après la fin de la garantie. Cela fait 10 mois que cette pièce est en panne. Et pourquoi vous ne faites pas réparer? Parce que j'ai fait des démarches pour le faire réparer et on me répond que la pièce n'existe plus. Claire a payé 71 € de devis pour s'entendre dire que la pièce était épuisée. Bizarre, car son four est encore commercialisé dans les magasins. Nous tentons notre chance à la recherche de la pièce introuvable. En 20 minutes sur Internet, nous trouvons sa référence sur un site spécialisé. La pièce est disponible et livrable sous quinzaine pour 84 €. Plus surprenant encore, cette résistance, on la trouve même chez le réparateur de Claire. Nous l'avons commandée et Claire nous accompagne en caméra cachée pour la récupérer. Bonjour. Alors, je viens chercher une pièce, en fait, que je vous ai commandée. D'accord, donc c'est ça la pièce. D'accord. Et c'est la pièce. Voici la résistance. Claire demande des explications au technicien qui est intervenu à son domicile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes venu chez moi pour un four LG que vous avez transporté de ma cuisine à mon salon pour regarder ce qu'il avait. Oui. Peut-être qu'il y a dû y avoir aussi une erreur chez nous, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est possible aussi, hein. Je ne vais pas vous dire non, chez nous il y a pas, au bout d'un mois le suivi n'a pas été fait. C'est possible, je ne vais pas vous dire non. Eh ben merci. Au revoir. Pas de suivi, le réparateur reconnaît qu'il n'a pas vraiment cherché la pièce. Il s'est contenté de facturer 71 € pour un diagnostic d'1 quart d'heure. Payer d'avance un devis sans garantie de réparation, de plus en plus de clients tomberaient dans ce piège. Même le patron du syndicat des petites entreprises de l'électroménager dénonce aujourd'hui cette dérive de la profession. C'est un bon business parce que tout simplement, c'est beaucoup plus facile de dire que l'appareil n'est pas réparable et de faire un devis et que ça rapporte une certaine somme, plutôt que de passer un quart d'heure à dévisser toutes les vis, sortir le fond et chercher la panne. Bien entendu, c'est normal qu'on fasse payer quelque chose pour un temps de recherche. Là où c'est pas normal, ça semble anormal, c'est quand il n'y a pas eu de recherche. Comprenez? Donc c'est là. Ça veut dire qu'on n'a même pas ouvert l'appareil? Ça veut dire qu'on n'a pas forcément ouvert l'appareil, oui, absolument. Cette pratique du devis payant sans réparation existe-t-elle aussi dans les grandes enseignes? Pour le savoir, nous décidons de piéger ce caméscope numérique dont l'écran est réellement en panne. À l'aide d'un fer à souder, nous scellons l'une des vis du boîtier. Pour établir un diagnostic sérieux, il faudra le démonter et donc détruire ce poinçon. Nous allons déposer le caméscope chez le leader de la vente des appareils numériques. C'est ce magasin Fnac parisien que nous allons tester en caméra cachée. Bonjour. Alors, je viens déposer cet appareil qui ne fonctionne plus. Vous savez comment ça se passe? Pas du tout. Non, expliquez-moi. C'est une heure de main d'œuvre, c'est 53,25 €. Ils vont passer 1 heure dessus. Hein. Ça veut dire qu'ils vont le décortiquer entièrement? Bah oui, il faut qu'ils le démontent. Faut qu'ils le démontent. Déjà, ils vont le tester, ils vont le regarder, et puis derrière, ils vont estimer que c'est telle pièce. Donc, ils vont tester la pièce, et puis pouvoir la changer avec une pièce qui. Donc ils vont le démonter entièrement, quoi. Ok, ben, je vous remercie. Au revoir.
Pour 53 € de devis, ce service nous a promis un complet démontage du caméscope. Une semaine plus tard, la Fnac nous propose une facture de réparation très lourde, 139 €, le prix d'un appareil neuf similaire. 10 jours plus tard, nous récupérons notre caméscope. Bonjour. Surprise, la vis est toujours scellée. Le diagnostic de réparation a été établi sans que l'appareil ait été démonté. Ce que je comprends pas, c'est qu'il reste encore une vis là, qui n'a pas été démontée. Ça veut dire que cet appareil n'a pas été démonté. Pour l'instant, il n'a pas été démonté. Ils ont juste évité le devis pour le prix de la pièce. Ils ont évité le devis pour prendre la pièce. Bon, ça fait cher le 53 € pour constater que l'écran ne fonctionne pas, et ça je le savais déjà. Hein. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, bah merci, je vous laisse ça. Au revoir. Le technicien reconnaît que l'atelier n'a pas démonté le caméscope. Le service après-vente se serait-il trompé en nous promettant de le faire? Quelle est la règle à la Fnac? Nous avons posé la question au directeur national des magasins. Et vous ouvrez chaque appareil Ah, bien sûr, bien sûr. Enfin, les appareils seront ouverts, systématiquement. Alors, je n'ai pas d'exemple de produit qu'on puisse réparer sans les ouvrir. Donc oui, on va les ouvrir. Et en fait, on a déposé ce... Nous présentons notre caméscope scellé. Christophe Guégan va alors changer de version. Cet appareil n'a pas été ouvert. Oui, pardonnez-moi, mais dans un certain nombre de cas, nos ateliers ou les ateliers avec lesquels nous travaillons prennent le risque, ou basés sur leur expérience ou leur récurrence de réparation, nous disent ou peuvent le cas échéant, ne pas avoir à ouvrir l'appareil. Diagnostic à l'aveuglette, réparation ruineuse, pièces détachées introuvables. Aujourd'hui, la moindre panne peut signer l'arrêt de mort de nos appareils. Mais un réparateur très spécialisé a décidé de lutter contre cette fatalité. C'est dans une usine à Valence qu'il a installé un atelier unique en France pour sauver nos téléviseurs d'une mort prématurée. Cela fait 10 ans que Francis Delafoy décortique les cartes électroniques des écrans plats. Grâce à sa ténacité, il a développé une technique très économique pour les réparer. Les vendeurs d'électroménagers font appel à lui quand ils n'arrivent pas à dépanner leurs clients. Bonjour. Bonjour Franck. Je vous amène le télé. En fait, la cliente, quand elle a voulu l'allumer, plus rien du tout. Ça a un petit bruit et plus rien. D'accord. Bon, écoute, on va te regarder ça. Hein. Ce téléviseur est promis à la casse. Ces pièces sont trop chères. Il va peut-être reprendre vie grâce à ce chirurgien de la dernière chance. C'est souvent ce type de composant qui est défectueux avec le temps. Hein. Si vous amenez votre téléviseur chez n'importe quel type de réparateur, il vous change directement la carte. Nous, on est un peu à contre-courant puisqu'on répare au composant, quelle que soit sa taille. Donc la carte vaut en moyenne 600 €. Le coût d'un composant vaut 30 centimes d'euros. Donc entre 600 € et 30 centimes d'euros, il y a quand même une différence. Et malheureusement, l'ensemble des réparateurs de télé, tels qu'ils existent aujourd'hui, ne sont pas équipés et n'ont pas été formés. C'est-à-dire que les constructeurs n'ont pas formé leurs techniciens sur cette nouvelle technologie. Pourtant, la réparation aux composants est simple. Elle nécessite juste un équipement approprié comme cette machine qui retire la pièce sans abîmer la carte. Voici le composant défectueux. Il suffit maintenant de le remplacer par un neuf. Tous ces composants, on les trouve sans problème. C'est-à-dire ce type de composant, on le trouve chez le bon épicier. C'est tout simple. Tout simple, quoi. Entre le démontage et le remontage, 3 minutes. Et il suffit après de remonter la carte sur le téléviseur et tout fonctionne correctement, quoi. Pour 60 €, cet écran a échappé à la casse. Mais ce rescapé est une exception car Francis Delafoy ne sauve que quelques centaines de téléviseurs par an. Et pour la majorité des Français, les réparations demeurent un casse-tête très ruineux. Cette peur de la panne, les enseignes d'électroménager l'exploitent pour développer un nouveau service. L'extension de garantie, qui couvre les réparations de la 3e à la 5e année. C'est très coûteux pour les clients, mais très rentable pour les magasins. Retour chez Darty, près de Montpellier. Souvenez-vous du vendeur qui voulait nous convaincre d'acheter un téléviseur Samsung à 1 990 €, un appareil garanti 2 ans.
Pour 250 € de plus, il a tenté de nous vendre une extension de garantie sur 5 ans. Mettre de l'électronique dans tout, et forcément l'électronique c'est fragile. Quand il y a des pépins, c'est dans les 5 premières années. En 4 ans, j'en ai vu des choses. Des dames qui reviennent en pleurs, des gens qui n'ont pas forcément ne serait-ce que 500 € à remettre dans une téloge, quoi. Pourquoi ce vendeur a-t-il tant insisté pour nous vendre une extension de garantie? Nous avons trouvé l'explication dans la Drôme, en rencontrant l'un des créateurs de ce nouveau service. Il y a 16 ans, Serge Fisneau a fondé la SFG, la société qui fournit les extensions de garantie à la plupart des grandes surfaces. Aujourd'hui, à la retraite, il dénonce un système qui permettrait aux magasins d'engranger des bénéfices records. Quand une société de garantie vend 50 € un contrat de garantie pour lequel elle s'engage à faire le service, d'accord, le distributeur va la revendre 100 €. Et quelquefois beaucoup plus. Il se met combien dans la poche? Il va se mettre entre 50 et 100 € dans la poche suivant les produits sur lesquels va porter la garantie. Ça fait partie de ces marges très très importantes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la vente de produits normaux. Selon Serge Fisneau, ce service très coûteux pour les clients serait souvent inutile. Entre 3 et 5 ans, beaucoup de nos appareils, comme les téléviseurs, ne tomberaient en panne que 3 fois sur 100. On est dans des taux de panne faibles. Si on passe la première année, couverture distributeur, la deuxième année, couverture distributeur. Donc, si on a passé ces 2 années, on est tranquille. Ce qui se passe dans 97% des cas. Donc, moi, je pense que si, effectivement, on donnait les vrais taux de panne aux gens, ils prendraient beaucoup moins d'extensions de garantie. Aujourd'hui, les vendeurs savent que les appareils tombent rarement en panne dans les 5 premières années. Quand ils travaillaient chez Darty et Boulanger, Thierry et Christophe vendaient pourtant 1 fois sur 2 à leurs clients des extensions de garantie qu'ils savaient inutiles. Je suis client avant d'être vendeur. J'ai jamais pris d'extension de garantie. Jamais. Donc vous dites que ça ne sert à rien. Non. Vous aviez conscience que ça ne servait à rien? Bien sûr. Bien sûr que ça ne sert à rien. Mais de toute façon, aujourd'hui, si vous écoutez les managers, directeurs, chefs de vente, tout le monde, on dit aujourd'hui, les produits, on n'a plus assez de marge. Je voudrais bien le vérifier. Alors, pour gagner de la marge, on va faire un service étendu sur les produits et on va vendre des extensions de garantie. Pour les magasins, ces garanties sont la nouvelle poule aux œufs d'or. Et pour en vendre toujours plus, ils payent des formations à leurs salariés. Nous nous sommes infiltrés dans l'une de ces sessions comme vendeuse en reconversion dans l'électroménager. La formation se déroule dans un magasin de la région parisienne. Le directeur a convoqué tous ses vendeurs pour ce stage uniquement dédié à l'extension de garantie. Vous allez découvrir comment ils parlent des clients en leur absence. Voici le programme de la journée. On va d'abord parler d'argent. Le formateur est direct. On va pas se raconter l'histoire. L'objectif principal, c'est pas vraiment de satisfaire le client. Quand on vend une garantie, c'est de maintenir les marges du magasin. Donc ça devient vraiment essentiel. Essentiel. Essentiel pour les magasins, mais pas pour les clients, ce qui ne dérange personne ici. Qui la prend ici? Pour de vrai? Vraiment? Pour de vrai, ouais. Moi, je la vends mes parents. Tu la vends tes parents, mais toi, t'as aucune. La GND, c'est une arnaque. Bon, alors on va pas pouvoir dire que c'est vrai. D'abord, c'est pas complètement vrai. Ce serait vrai si vous faisiez une garantie pour un risque qui n'existe pas. Mais le risque existe. Il est petit, je suis d'accord. Il y a une compagnie d'assurance anglaise, il n'y a que pour faire ce genre de choses, qui a assuré contre le risque d'enlèvement par les extraterrestres. Dès qu'on mesure un risque, on est capable de l'assurer. Deuxième étape de la formation, pour convaincre le client, il faut lui faire peur en inventant de belles histoires. Évidemment, des belles histoires de garantie, c'est en général des catastrophes qui vont être évitées. On veut lui vendre un anti-emmerdement avec la garantie. Donc il faut faire naître de l'emmerdement. La mise en scène, c'est j'ai pris et je lui fais un scénario, je lui dessine, je lui fais un film. Là, ce sera un film cata. Mais on fait tout pour que ça rentre dans le crâne du client. Pour faire passer ces scénarios catastrophes,
Mieux vaut les débiter à un rythme d'enfer, c'est le dernier volet de la formation. Le rythme est extrêmement important. Hein. Si on dit des conneries avec un rythme soutenu, le client il les accepte. Ouais, c'est terrible. Hein. Vous avez vu le pouvoir que vous avez? Le pouvoir de conviction. Tous ceux qui auront le malheur de regarder leur compte à ce moment-là perdront la vente. Mais vous ne réfléchissez pas. Bon, bah, merci pour cette journée. Ouais, vous faites péter les scores, hein, Au bout de 8 heures, la formation s'achève par la remise d'un diplôme. Désormais, les salariés du magasin ont un objectif fixé par leur directeur. Un client sur 2 doit acheter la garantie de 5 ans. Il y a 1 an et demi, un fabricant est parti en guerre contre ces extensions de garantie. Voici la solution au problème des aspirateurs qui perdent de l'aspiration. En mai 2008, Dyson a jeté un pavé dans la mare des magasins d'électroménager. Pour la première fois, une marque d'aspirateur a décidé de garantir ses appareils pendant 5 ans. Garantie 5 ans. Garantie 5 ans au lieu de 2, un joli coup de pub pour cette société anglaise, mais une mauvaise affaire pour les magasins qui ne vendront plus d'extension de garantie. Ce fabricant nous a reçus près de Londres, où des robots testent la solidité de ses aspirateurs. Selon l'ingénieur maison, il résisterait à toute épreuve. Tous ces robots sont très bien, mais ils ne reproduisent pas tout à fait les gestes humains. Alors on doit aussi tester les aspirateurs comme les utilisateurs le font. Nous devons les jeter, sauter dessus, monter dessus. Nous devons faire ce que les gens font tous les jours quand ils utilisent l'appareil. Ces aspirateurs sont pourtant introuvables chez Darty France. Le leader de la vente d'électroménagers les a retirés de ses rayons en mai 2008. La garantie gratuite jusqu'à 5 ans serait la cause. C'est ce que nous affirme en caméra cachée un vendeur d'un magasin parisien. Dyson, on n'en fait plus depuis 1 an ici. En fait, ils perdaient de l'argent par rapport à la commercialisation des aspirateurs Dyson, tout simplement. D'accord. Ah ouais. Parce que comme c'était gratuit, vous ne pouvez plus vendre l'extension, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas sympa pour le client, ça. Non. C'est à partir du moment où c'est gratuit. Avant tout pour l'entreprise. Maintenant, il faut voir dans la concurrence. D'accord, merci. Voilà. Au revoir. Avec le retrait de ses aspirateurs des rayons Darty, Dyson aurait perdu 15% de son chiffre d'affaires en France. Et l'intérêt du magasin est passé avant celui du client. Si les appareils ne tombent quasiment jamais en panne dans les 5 premières années, pour combien de temps sont-ils vraiment conçus? La vaisselle vient enfin de tomber en panne. Oh non, Il fut un temps où les marques nous promettaient des appareils qui nous accompagnent toute notre vie. Eh bien, qu'est-ce qu'il a, ce bon vieux? Il a 16 ans, le pauvre. C'est normal. Pourtant, il n'a jamais fait parler de Mais lui. j'ai l'occasion de sortir. Mais vous allez voir que ce temps-là est bien révolu. Bibiche! C'était rien, la prise s'était débranchée, toute seule. Ah, formidable! Construit pour durer. Aujourd'hui, beaucoup de fabricants ont imaginé dès la fabrication des techniques pour écourter la durée de vie de nos appareils. Un atelier de réparation suisse va nous les dévoiler. À Lausanne, la Bonne Combine est une institution qui a reçu le prix de l'éthique pour son combat contre le tout-jetable. Toute l'année, ces 12 réparateurs tentent de contourner les astuces des fabricants pour condamner nos appareils. Exemple avec ce cordon d'aspirateur. Regarde la taille de ces 2 fils. C'est de plus en plus fin, en gros. Alors c'est un choix. C'est clair que ça doit coûter la moitié de ça au fabricant. Et avec ça, il est sûr que son appareil, il va en vendre bientôt un neuf. Ça, c'est des fils, tu les arraches à la main. Ça, et un aspirateur, ça se tire, ça se brutalise. Alors c'est des choix. Quelle fréquence on veut vendre? Ce cordon va être changé, l'aspirateur sera sauvé, comme 10 000 autres appareils tous les ans. Mais selon le chef d'atelier, il est impossible de déjouer tous les pièges de fabrication. On est dans l'atelier des gros appareils ménagers,
Exemple avec ces lave-linges en apparence très sophistiqués. On a des machines qui ont un design, qui ont de l'électronique, qui ont un tableau de bord, un affichage, et les gens, ça fait anxieux. Quand on regarde dedans, c'est de la camelote. Aujourd'hui, 8 machines sur 10 seraient dotées de cuves en plastique qui remplacent ces anciens modèles en inox. On a eu vu des fois une pièce de monnaie qui se coinçait entre le tambour et la cuve. Avec la vitesse de rotation à l'essorage, tac, elle crève la cuve. Tandis que sur les cuves en inox, comme ça, ça fait juste une petite cabosse. On a aussi vu des cuves qui se déforment parce que le plastique ne tient pas bien à la température. C'est toujours des pannes qui seront plus réparables. Dans les lave-linges, le maillon faible, ce sont les roulements à billes qui s'usent très vite. Mais sur les nouvelles machines, cette pièce vitale et indémontable, elle est moulée dans la cuve en plastique. Le principe donc, de la cuve en plastique ou des roulements noyés dedans et plus rien n'est prévu pour être réparable. Est-ce que le but c'est que ça dure pas ou est-ce que le but c'est que ce soit plus marche à fabriquer? Les deux objectifs vont dans la même direction, quoi. Les fabricants vont-ils jusqu'à programmer une durée de vie que nos appareils ne doivent pas dépasser? Il y a un an encore, cet ingénieur concevait des lave-linges pour l'une des plus grosses marques européennes d'électroménager. Pour la première fois, Jean-Michel Raybaud a accepté de livrer un secret de fabrication, jusque-là confidentiel. Il affirme que les machines sont programmées pour mourir avant 10 ans. Ce qui va s'user, c'est plutôt les parties intérieures, les parties plastiques, le moteur notamment, la courroie de transmission entre le moteur et le tambour. Quand le calcul a bien été fait, ce sont en principe des parties de la machine à laver qui doivent arriver à fin de vie ou tomber en panne au même moment pour bien faire. Il y a un objectif qui est vérifié à la fin du cycle de développement, avant la phase de mise en vente. Donc concrètement, on fait tourner des machines en boucle, des cycles de lavage les plus stressants, à haute température, les plus longs, 24 heures sur 24, sur 7 mois. Donc en gros, on tombe sur 2000-2500 cycles de lavage vérifiés pendant 7 mois avant la mise en vente. 2000 à 2500 lavages, soit 8 à 9 ans, à raison de 5 machines en moyenne par semaine. Et ce serait pareil pour les équipements électroniques, comme les téléviseurs. À Rennes, dans ce quartier dédié aux nouvelles technologies, un autre ingénieur conception va nous confirmer cette stratégie de la mort programmée. Depuis 3 ans, Kaivan Mirza développe les écrans du futur, ses lunettes pour regarder la télévision. Ça s'enfile comme une paire de lunettes normales. Évidemment, vous allez avoir le son, hein. Et puis, vous allez pouvoir regarder un film dans le TGV, dans les transports. Auparavant, Kaivan Mirza a conçu pendant 6 ans des écrans plats pour une marque renommée de téléviseurs. Des écrans qui, selon lui, ne devaient pas durer plus de 10 ans. Tous les composants qui sont utilisés dans une télé répondent à la même critère, c'est-à-dire 20 000 heures de fonctionnement. La dalle LCD au rétroéclairage, à l'électronique qui est dedans, le tuner, les haut-parleurs, le ventilateur. C'est un standard dans l'industrie qui est imposé pour tous ces composants. Après, on veut bien que la télé arrête de fonctionner ou un composant dans la télé arrête de fonctionner pour qu'il y ait un taux de renouvellement, parce que c'est ça qui fait vivre le marché également. Qu'est-ce que c'est le taux de renouvellement? Qu'est-ce que c'est? Le taux de renouvellement, c'est-à-dire que le client il va racheter une nouvelle télé. Donc il faut que le produit soit suffisamment fiable, mais pas trop. 20 000 heures de fonctionnement, soit 9 ans pour la moyenne des Français. La durée de vie de leur téléviseur, les fabricants ne la transmettent jamais à leurs clients. Mais ils communiquent volontiers sur la qualité de leurs produits. C'est pour cela que nous avons été invités au siège français de Philips, la marque leader européenne. Cet ingénieur et ce responsable commercial sont incollables sur la maîtrise de leur technologie. Nous intervenons très en amont dans la définition eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on souhaite ? Quelle puissance de calcul, quel type de composants utiliser, etc. D'accord. Rien n'est laissé au hasard. Chaque carte est testée pour s'assurer qu'elle est fonctionnelle. Et ensuite, le téléviseur est assemblé à partir de ces différentes cartes. Philips semble tout maîtriser, sauf la durée de vie de ses téléviseurs. Une question sensible qui suscite des réponses très évasives.
Il faudrait qu'on fasse un jour un test de savoir jusqu'à quand un téléviseur peut tenir. Mais il est prévu pour durer toute sa vie. Le temps nécessaire. C'est le contraire en fait. Non mais Oui, bien sûr. Non mais c'est le contraire. On ne définit pas un téléviseur comme devant durer 10 ans et au bout de 10 ans il va s'autodétruire. On m'explique que quand on conçoit un appareil, on donne toujours une durée de vie parce que c'est comme ça qu'on choisit chacun des composants. Avec des petites 2 secondes, on discute un peu. Ouais, C'est pas par qu'on ne sait exemple, pas. mais vous dites quoi? On ne communique pas sur ces sujets. Ça n'est pas quelque chose qui est demandé du tout. Jamais. Donc ça, vous ne citez pas de chiffres. Visiblement, ces chiffres sont tabous pour les fabricants. En 2004, le ministère de l'écologie a voulu lever cette omerta. Dans son plan de prévention de la production des déchets, il promettait Une norme sur la durée de vie des produits sera développée. Elle permettra d'annoncer que le produit est conçu pour durer X années et d'informer le consommateur sur la durée de vie des produits qu'ils achètent. 6 ans plus tard, ce projet gouvernemental n'a toujours pas vu le jour. Et les Français jettent tous les ans à la poubelle plus d'1,5 million de tonnes de déchets électroniques, l'équivalent en poids de 5 téléviseurs par foyer. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio. Peu de changements depuis la réalisation de cette enquête. Seule piste, une étude devrait être lancée le mois prochain sur la durée de vie des produits électroniques et électroménagers, ainsi que sur leur capacité à être réparés. Résultat de cette étude attendu début 2012.